Tout s'est passé un été, lors d'une nuit qui aurait pu être des plus banales. Deux amis du frère de Sofia ont dormi chez eux. Alors sa mère et elle ont décidé d'aller chercher des pizzas pour que tout le monde puisse manger facilement. Ils ont choisi de commander chez une chaîne de pizzeria très populaire en Arizona. L'idée était de prendre les pizzas emportées et de les déguster à la maison. Ils ont aussi emmené avec elles les amis de son frère et leur chien, un husky nommé Frosty. Elles n'ont pas laissé Frosty à la maison parce qu'il était encore jeune et qu'il causait beaucoup de dégâts quand il restait seul. Mais en fin de compte, l'avoir avec elle s'est révélé être bien plus qu'une simple précaution pour éviter d'avoir à racheter des objets abîmés. Quand elles sont arrivées devant la pizzeria, Sophie n'a pas voulu sortir de la voiture, trop prise par la flemme. Sa mère et son frère n'aimaient pas l'idée de la laisser seule. Et puisque Frosty ne pouvait pas entrer dans le restaurant, il est resté avec elle, et elle a réussi à les convaincre qu'elle irait bien. Ils se sont garés dans un endroit très sombre. Sophia s'est installée sur la banquette arrière avec Frosty, presque allongée, et elle a commencé à scroller sur son téléphone. Soudain, Frosty s'est mise à gémir, puis à aboyer à plusieurs reprises. Au début, elle a pensé qu'il était simplement anxieux d'être enfermé dans la voiture. Elle lui a donné une petite tape dans le dos, et il s'est un peu calmé. Mais il a ensuite recommencé à aboyer, cette fois de manière agressive, en direction de Sophia. Elle a été surprise et s'est redressée pour le caresser à nouveau. C'est à ce moment-là que son regard a été attiré par le reflet de son téléphone dans le rétroviseur. Ce qu'elle a vu l'a glacée d'effroi. Dans le reflet, elle a aperçu un homme portant une cagoule et un sweat noir, fixant sur elle un regard vide. Elle a crié et s'est retournée, et l'homme a tenté d'ouvrir la portière. Heureusement, elle était verrouillée. Il s'est alors mis à lui hurler d'ouvrir la portière. Sophia était paralysée par le choc et la terreur. Elle n'avait que 14 ans et ne savait pas comment réagir. Frosty lui a soudainement sauté dessus en aboyant furieusement contre l'homme, et elle est revenue à la réalité. Elle a compris que si elle ne faisait rien, quelque chose d'horrible allait arriver. Elle a pris son courage à deux mains et a crié à l'homme de partir, en le menaçant d'appeler la police s'il s'en allait pas immédiatement. Puis, tout est devenu silencieux. L'homme a semblé disparaître. Sophia a regardé autour d'elle et n'a vu personne. Persuadée qu'il était parti, elle a pris Frosty avec elle et a ouvert la porte pour courir jusqu'au restaurant. Mais à peine s'était-elle élancée que quelqu'un l'a attrapée. Elle a essayé de hurler, mais une main a plaqué un chiffon sur sa bouche. La dernière chose qu'elle a vue avant de perdre connaissance, c'était Frosty qui courait en direction du restaurant. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle était à l'hôpital. Tout son corps la faisait souffrir, comme si elle avait été secouée dans tous les sens. En balayant la pièce du regard, elle a aperçu sa mère et son frère, visiblement bouleversés. Elle leur a demandé ce qui s'était passé. Sa mère lui a expliqué que Frosty avait déboulé devant le restaurant, alertant les serveurs. En voyant le chien arriver sans Sophia, elle et son frère avaient compris qu'il s'était passé quelque chose. Ils ont couru jusqu'à la voiture, mais elle n'était plus dedans. Sa mère a immédiatement appelé la police. C'est alors que Frosty a commencé à aboyer furieusement, en direction d'un van suspect garé non loin de là. Son frère et ses amis se sont approchés du véhicule et ont découvert des traces de sang sur les portes arrière. Ils ont alors ouvert le van et l'ont trouvé à l'intérieur, attaché solidement avec des cordes. Au même moment, l'agresseur est soudainement apparu de l'autre côté du véhicule, un couteau à la main. Il semblait chercher d'autres proies. Son frère, fou de rage en voyant l'homme armé, lui a sauté dessus sans hésiter. Ses amis l'ont aidé, agrippant l'agresseur par les bras pour lui arracher son couteau. Pendant ce temps, leur mère s'est forcée de détacher Sophia. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée. Ils ont interrompu la bagarre, arrêté l'homme et emmené Sophia à l'hôpital. L'enquête a révélé que cet individu était un criminel endurci, un trafiquant d'êtres humains, un dealer et un prédateur sexuel. Son plan était très probablement de kidnapper Sophia pour la vendre. Elle avait été sauvée grâce à Frosty. Et encore aujourd'hui, elle ne peut s'empêcher de se demander ce qui se serait passé s'il ne l'avait pas pris avec eux ce soir-là. Elle ne serait probablement plus là pour raconter son histoire. Il y a une vingtaine d'années, Maxime était parti en camping avec son ami Christian. À cette époque, ils avaient tous les deux vers les 21 ans. Pour rejoindre le lieu où ils allaient camper, niché au cœur de la forêt, ils ont pris la voiture de Christian. Ils sont arrivés en début de soirée et ont passé un bon moment à pêcher et à griller de la viande. Maxime est allé se coucher peu après le repas, mais une envie pressante l'a réveillé en pleine nuit. Il a ouvert la tente et est sorti. Son regard était aussitôt attiré vers la lune éclatante, qui éclairait suffisamment les environs. Il s'est dirigé vers la lisière des arbres et s'est soulagé, tout en scrutant les alentours pour s'assurer qu'il n'y avait rien de suspect. Alors qu'il remontait la fermeture éclair de son pantalon,
il a aperçu une silhouette sombre et massive se mouvant dans la forêt. L'espace d'un instant, il a cru à un ours, et une peur viscérale l'a saisi. Mais en y regardant de plus près, la silhouette s'est lentement précisée dans l'obscurité. Elle ressemblait à une forme humaine, mais d'une taille anormalement grande. Lentement, l'être s'est approché de lui. Et lorsqu'il est enfin sorti de l'ombre, baigné par la lumière de la lune, Maxime a pu distinguer son apparence. Il mesurait au moins 2 fois sa taille et possédait un visage anguleux et massif, semblable à celui d'un homme primitif. Son corps était entièrement recouvert de fourrure et il ne portait aucun vêtement. Mais plus encore que son apparence, c'était le son qu'il produisait qui a figé Maxime sur place. Un bruit étrange qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Chaque fois qu'il l'entendait, un frisson lui parcourait l'échine. Son visage était indéniablement humain, bien que partiellement dissimulé sous sa fourrure épaisse. Et malgré l'horreur de la situation, Maxime a eu l'impression qu'il lui souriait. Dans ses mains, il tenait 2 immenses pierres, grosses comme des ballons de basket. Il les portait d'une seule main chacune, sans effort apparent, comme si elles ne pesaient rien. Il s'est encore rapproché. Maxime lui a demandé qui il était et ce qu'il voulait, mais il ne semblait pas comprendre. Il marmonnait quelque chose, mais ce n'était pas du langage. Un sentiment inexplicable de peur et de désespoir lui a noué l'estomac. Et lorsqu'il a croisé son regard, son corps tout entier s'est figé. Avant même d'avoir pu réfléchir, la terreur a envahi chaque cellule de son être. Il aurait eu le temps de courir jusqu'à la tente, mais son corps ne répondait plus. En y repensant, il savait que, d'instinct, il avait déjà compris qu'il n'y avait rien à faire. La créature était bien trop forte. Même s'il avait fui, elle aurait pu le rattraper en quelques secondes. Et il savait que s'il tentait de s'enfuir, cela ne ferait que le provoquer davantage. Alors il n'a plus eu d'autre choix que de rester immobile. L'être était désormais assez proche pour le toucher. Curieux, il a palpé la chair de son bras, avant d'appuyer fermement sur son ventre avec le dos de sa main, comme s'il voulait savoir ce qui se trouvait à l'intérieur. Maxime a repoussé sa main de toutes ses forces, mais la créature n'a pas bougé d'1 millimètre. Elle était aussi immuable qu'une statue. Pendant ce temps, Christian dormait profondément dans la tente. Et de façon absurde, à cet instant précis, Maxime s'est surpris à espérer que, même si lui se faisait dévorer, Christian puisse survivre. Il n'était pas lâche, c'était un homme adulte tout à fait normal. Mais face à cette chose, il s'est senti minuscule. Ce n'était pas un humain. Face à lui, il a eu l'impression d'être confronté à un ours ou à un lion. Il a encore tenté de lui parler, de lui demander ce qu'il voulait, mais il n'a obtenu aucune réponse. Puis, au bout d'un moment, la créature a froncé les sourcils et s'est mise à tourner autour de lui, toujours avec les pierres dans ses mains. Maxime n'a pas osé détourner le regard une seule seconde, de peur qu'il ne l'écrase d'un coup. Bien sûr, il a envisagé plusieurs scénarios dans sa tête. Il a imaginé lui asséner un coup surprise pendant qu'il regardait ailleurs. Mais au fond, il savait que même en le frappant de toutes ses forces, cela n'aurait eu aucun effet. Il était bien trop grand et bien trop puissant. Finalement, il a encore tourné autour de lui avant de s'éloigner lentement, comme s'il avait fini par perdre tout intérêt. Maxime, lui, a senti sa tête tourner en le voyant partir. Il a réalisé à quel point il avait eu du mal à respirer sous l'effet de la peur. Et soudain, la créature s'est mise à courir à une vitesse fulgurante et a disparu dans la forêt. Tremblant, Maxime s'est précipité vers la tente de Christian et l'a réveillé. Il lui a raconté tout ce qu'il venait de vivre, mais son ami s'est montré sceptique. Mais en sentant l'odeur nauséabonde qui émanait de lui et en voyant qu'il était en sueur, Christian a compris que quelque chose s'était réellement passé. Sans perdre une seconde, ils ont rapidement plié le campement et ont pris la route. Jusqu'à aujourd'hui, Maxime ignore ce qu'il a vu cette nuit-là. Était-ce un homme? Une créature? Que lui voulait-il? Avait-il eu l'intention de le manger? Les réponses à ces questions sont toujours un mystère. Mais une chose est sûre, depuis cette nuit, Maxime n'a plus jamais remis les pieds en camping. Dans le chalet en bois à 2 étages du père de Nathan, quelque chose était caché sous le lit de la chambre du rez-de-chaussée. Mais ce qui s'y trouvait n'est pas la partie effrayante de cette histoire. Sous le lit, il y avait un fusil de chasse calibre 12, que son père gardait dans la chambre Coco pour diverses raisons. Pour contexte, cette chambre porte ce nom à cause de l'oiseau de compagnie qui y avait vécu. L'histoire a commencé le jour où Nathan et ses amis ont décidé de faire une pause après le travail et de passer du temps ensemble. Il a demandé à son père s'il pouvait séjourner dans son chalet, et celui-ci a accepté, tout en leur recommandant d'être prudents. Quelques jours plus tard, ils ont pris la route, et une fois arrivés sur place, ils ont apporté leurs affaires à l'intérieur.
Ils se sont immédiatement préparés pour aller pêcher. Puis, plus tard dans la soirée, ils ont allumé un feu de camp, joué de la guitare, raconté des blagues. Bref, ils passaient un excellent moment. Finalement, la nuit est tombée, et ils ont décidé d'éteindre le feu et d'aller se coucher. Leur groupe était composé de 2 garçons, dont Nathan, et de 3 filles. Pour préserver l'anonymat de chacun, appelons l'autre garçon A et les filles B, C et D. A et Nathan ont dormi dans la chambre Coco, tandis que les filles se sont installées dans l'autre chambre à l'étage. Pendant son sommeil, A réveillé Nathan en lui disant qu'il avait entendu quelqu'un parler dehors. Nathan lui a répondu qu'il devait être fatigué et que c'était sûrement un animal venu fouiller les restes de nourriture laissés près du feu de camp. Mais avant qu'il ait pu finir sa phrase, la poignée de la porte d'entrée s'est mise à trembler violemment. Un frisson lui a parcouru les bras. Il a regardé A, qui respirait bruyamment. Nathan a alors sorti le fusil de chasse de son père de sous le lit, l'a chargé et l'a armé. A l'a regardé et lui a demandé s'il comptait tirer sur les intrus. Nathan lui a répondu que si c'était quelqu'un qui leur voulait du mal, il n'aurait pas d'autre choix. Il a dit à A d'aller chercher le grand couteau dans la cuisine. Une fois tous les deux armés, ils se sont dirigés vers la porte d'entrée. Juste avant qu'il ne l'ouvre, et s'est brusquement ouverte d'elle-même, révélant 2 hommes maigres qui se tenaient là. L'un d'eux était plus âgé, probablement dans la 50aine, vêtu d'un simple t-shirt noir. Il tenait une sorte de couteau artisanal. L'autre était plus jeune, peut-être dans la 20aine. Nathan ne voyait pas très bien son visage, car il se tenait légèrement en retrait derrière le plus vieux. Mais il pouvait malgré tout voir qu'il portait une grosse arme. Nathan a tout de suite reculé et a braqué son fusil sur eux, tandis qu'A a levé son couteau en direction des intrus. Ils sont restés là, figés, sans dire un mot, pendant ce qui a paru être une éternité. Puis Nathan a brisé le silence et a lancé « Dégagez, ou je vous explose la tête !» Les 2 hommes ont paniqué et se sont enfuis en courant vers la forêt. Après s'être assurés qu'ils étaient bien partis, A et Nathan ont repris leur souffle, comme s'ils avaient retenu leur respiration tout ce temps. Nathan a demandé à A d'aller voir si les filles allaient bien, tandis qu'il sortait, toujours armé du fusil de son père, pour inspecter les alentours du chalet. Une fois de retour à l'intérieur, il a dit à A qu'il n'avait rien vu d'anormal. Ce dernier lui a alors affirmé que les filles dormaient encore profondément. Un peu choqué, Nathan a répondu « Sérieusement? Avec tous ces vacarmes, elles dorment toujours ?» A et lui ont décidé d'attendre le matin pour leur raconter ce qui s'était passé. Peut-être à cause de l'adrénaline, peut-être à cause de la peur, A et Nathan n'ont pas réussi à se rendormir du reste de la nuit. Quand les filles se sont réveillées, ils leur ont tout raconté. Naturellement, elles ont été choquées et effrayées. Ils ont alors décidé d'écourter leur séjour et de rentrer chez eux dès ce jour-là. De retour à la maison, Nathan a raconté l'incident à son père. Celui-ci l'a disputé parce qu'il n'avait pas appelé la police, mais il était aussi soulagé qu'il soit rentré sain et sauf. Il a alors contacté un ami policier pour signaler ce qui s'était passé. Son père lui a demandé d'appeler A pour qu'il vienne à la maison et puisse lui aussi donner sa version des faits. Cela fait maintenant 2 ans que cet événement a eu lieu. Nathan et ses amis continuent de se voir de temps en temps, mais A et lui, ils n'oublieront jamais cette nuit-là. Un jour, alors qu'ils traînaient ensemble, A lui a posé une question. « Tu crois qu'il se serait passé quoi si le fusil de ton père n'avait pas été là ?» Et encore aujourd'hui, Nathan a peur d'imaginer la réponse. Malheureusement, ou plutôt heureusement, cette histoire est plutôt courte. Elle nous vient d'Ethan, et s'est passée il y a environ 4 ans. Ethan préfère rester vague sur l'endroit exact pour préserver son anonymat, mais il peut au moins nous dire que c'était dans la Louisiane. Ethan avait vécu là presque toute sa vie. Les rares expériences étranges qu'il avait eues avant celle-ci s'étaient produites dans la maison de son père, au Texas, quand il était plus jeune. Mais ça, c'est une autre histoire. À l'époque, il vivait dans un complexe d'appartements, à une 30aine de minutes en voiture de son travail. Il était de garde de nuit, et chaque nuit, il devait rentrer chez lui en empruntant une longue route presque déserte pendant une dizaine de minutes, avant de bifurquer vers une zone plus rurale et résidentielle. C'est là que cela s'est produit. Il devait être un peu plus de 23 heures, peut-être même minuit, l'heure habituelle à laquelle il quittait son travail. Il roulait, écoutant soit de la musique, soit un podcast. Il ne se souvenait plus exactement. Il était simplement épuisé par sa journée et se laissait porter par la route. Puis soudain, ses phares ont éclairé quelque chose sur sa droite, dans le fossé bordant la route. Il ne l'a vu que quelques secondes, mais il aurait juré qu'une créature pâle, longue d'environ 1,80 m, peut-être plus, était étendue au sol et rampait hors du fossé, le ventre plaqué au sol. Il n'en a eu qu'un aperçu fugace. Parfois, dans ses souvenirs, il lui semblait qu'elle avait 6 membres, d'autres fois 4. Il avait tenté de rester concentré sur la route, ne s'attendant absolument pas à voir une chose pareille. Mais quoi qu'il en soit,
La vision l'avait secoué. Il se souvenait avec une netteté troublante du mouvement qu'il avait perçu en passant à sa hauteur. Comme si la créature venait de sortir du tuyau de drainage et s'apprêtait à s'aventurer dans le jardin de la maison qu'il longeait. L'une de ses longues et maigres jambes, ou peut-être un bras, s'était levée pour poser une main osseuse sur le sol, comme pour s'y hisser davantage. Il a filé devant, et par réflexe, a jeté un second regard par-dessus son épaule, tentant de comprendre ce qu'il venait de voir. Son esprit oscillait entre deux pensées. Avait-il réellement vu quelque chose, ou était-ce simplement la fatigue qui lui jouait des tours? Dans tous les cas, il n'a pas été assez stupide pour envisager de faire demi-tour et vérifier. Sur tout le trajet du retour, il s'était forcé de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'une illusion, créée par ses phares projetant des ombres étranges sur les rochers du fossé. Pendant plusieurs jours, il a même essayé de reproduire cet effet lumineux, testant différents angles et différentes façons de regarder du coin de l'œil. Mais jamais il n'était parvenu à recréer ce qu'il avait aperçu cette nuit-là. Rien, absolument rien, ne ressemblait à ce qu'il avait vu. Il en avait parlé à ses collègues dans les jours qui avaient suivi, leur demandant s'ils avaient déjà vu quelque chose de similaire. Mais à son grand désarroi, ils avaient simplement ri, lui lançant des blagues du genre « Toi aussi tu as vu Bigfoot du coup ?» Ethan aurait aimé dire qu'il avait revu cette chose, mais ce n'était jamais arrivé. Et honnêtement, il en était soulagé. Comme ça, il peut continuer à se dire que ce n'était qu'un jeu d'ombre et de lumière. Même si au fond de lui, une petite voix lui murmurait le contraire. Le meilleur moyen qu'il avait trouvé pour décrire ce qu'il avait vu cette nuit-là, c'était ces histoires qu'il avait entendues sur les crawlers. D'ailleurs, il avait fini par rejoindre des groupes en ligne qui discutaient d'apparitions similaires. Il en avait parlé à quelques personnes, mais la plupart avaient haussé les épaules, ne prenant pas son récit au sérieux. Au fond, il espérait toujours que tout ceci ne soit qu'une illusion. Mais on n'est jamais trop prudent. Si cette chose existe réellement, il espère de tout cœur qu'elle ne se montrera plus à lui. Plus jamais. Cette histoire glaçante est arrivée à la sœur d'Anna il y a 5 ans. À l'époque, elles étaient toutes les deux des gamines un peu crédules, sans la moindre idée des véritables dangers du monde. Mais grâce à la sécurité de leur ville, elles n'avaient jamais eu à affronter quoi que ce soit de réellement effrayant. À cette époque, la population y était encore peu nombreuse. Tout le monde se connaissait dans le quartier, et l'atmosphère y était paisible, sans la moindre inquiétude. Il n'y avait ni cambriolage, ni activité illégale, ni le moindre problème à sa connaissance. C'est pour ça que cet événement l'a bouleversée. Ce soir-là, sa sœur Lina est sortie se promener avec leur chien, accompagnée d'une de ses anciennes meilleures amies, que nous appellerons Becky. Il commençait à se faire tard, les réverbères étaient pratiquement la seule source de lumière dans la rue, et leur chien semblait avoir soif. Elles ont donc décidé de prendre un raccourci pour rentrer plus vite à la maison. Ce chemin passait à travers une zone dense d'arbres et de buissons, et bien sûr, longé de cimetières. Elles ont toujours évité de l'emprunter après la pluie, car il devenait glissant, mais comme elles étaient en plein été, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Leur chien n'a jamais aimé rester derrière les autres, et comme à son habitude, il a foncé en avant, obligeant Lina et Becky à accélérer le pas pour ne pas le perdre de vue. Alors qu'elle s'approchait de la sortie du sentier, le cimetière est devenu de plus en plus visible. Becky a balayé les lieux du regard et s'est soudainement figée. À genoux devant une tombe, une femme vêtue d'une robe blanche était assise. Becky a tapoté l'épaule de Lina et lui a désigné la femme du doigt. Elles se sont alors arrêtées net pour l'observer, mais étrangement, leur chien n'a montré aucun signe d'intérêt et a simplement voulu continuer sa route. C'était inhabituel de voir quelqu'un là-bas, car le cimetière fermait avant la nuit, et sans source de lumière, la visibilité y était presque nulle. Pourtant, cette femme était là, seule, sans lampe. Curieuses, elles sont restées à la regarder fixement. Mais comme il ne se passait rien, elles ont fini par reprendre leur chemin et ont atteint la fin du sentier. C'est à ce moment-là que Becky a jeté un dernier coup d'œil derrière elle. Son cœur s'est figé. La femme était maintenant debout. Elle semblait fixer un point au loin. Becky a immédiatement prévenu Lina, et ils se sont de nouveau immobilisés, les yeux rivés sur cette silhouette figée. Leur chien, lui, n'a toujours pas réagi. Il s'est simplement assis, attendant qu'elle se remette en marche. Les minutes ont passé, rien ne s'est produit. Finalement, Lina en a eu assez. Elle a détourné le regard, sifflé leur chien pour lui faire signe de se lever, et s'est préparée à repartir. C'est à cet instant précis que la femme a pivoté sur elle-même, et s'est mise à courir vers elle à une vitesse effrayante. C'est à ce moment-là qu'Anna est entrée dans l'histoire. Leurs parents dormaient déjà. Anna, en revanche, était encore réveillée, occupée à jouer en attendant leur retour pour s'assurer que tout allait bien.
Son téléphone a soudainement sonné. C'était sa sœur, Lina, qui lui criait à bout de souffle d'ouvrir immédiatement la porte et de réveiller leurs parents. Anna, choquée, lui a demandé ce qui se passait. Sa sœur lui a dit, complètement paniquée, qu'il y avait une femme à leur trousse. Sans plus chercher à comprendre, elle s'est précipitée vers la chambre de leurs parents, les a réveillés en sursaut et leur a tout raconté avant d'ouvrir le portail d'entrée. Puis elle a enfilé ses chaussons et s'est élancée dehors pour chercher Lina et Becky du regard. Heureusement, elle les a vite aperçues au loin. Elles allaient bien. Une fois tout le monde rentré, elles ont tout raconté en détail. Leur père a aussitôt ramené Becky chez elle, pendant que Lina décrivait la peur horrible qu'elles avaient ressentie. Bien sûr, après la peur, sont venues les réprimandes. Selon Lina, dès que la femme s'était lancée à leur poursuite, elles ont détalé à toute vitesse, priant pour ne pas trébucher. Becky, elle, a osé jeter un dernier regard en arrière sous la lumière des réverbères. C'est là qu'elle l'a vue plus distinctement. Elle courait d'une manière anormale, presque inhumaine. Et malgré sa vitesse, elle ne trébuchait pas. Elle portait pourtant des talons, mais jamais elle n'a perdu l'équilibre. Sa robe blanche, elle aussi, n'avait rien d'ordinaire. Elle était immaculée, pas une tache, pas une trace de terre, malgré le sol poussiéreux. Rien, absolument rien n'avait de sens. Mais ce qui les a le plus troublés, c'était leur chien. D'ordinaire, il réagissait violemment à la moindre menace, un comportement qu'il avait développé après plusieurs altercations avec d'autres chiens. Il aboyait, grognait, se mettait en alerte au moindre danger. Mais cette nuit-là, rien. Il n'avait pas aboyé, il n'avait pas grogné, comme s'il ne l'avait même pas vu. Encore aujourd'hui, elle ignore si tout cela relevait du surnaturel. Mais parfois, il n'a fait encore des cauchemars. Et dans ses rêves, la femme finit par la rattraper. Cette histoire nous vient de Raquel, qui se souvient encore parfaitement de cette nuit terrifiante. C'était en février 2016, et à l'époque, elle travaillait dans un centre d'appel. Il était 3 heures du matin la nuit de cet incident. C'était la fin de sa semaine de travail, et elle était ravie de rentrer chez elle. Mais une fois arrivée, elle s'est vite rendue compte qu'elle avait oublié son téléphone dans son casier. Après s'être reposée un peu, elle a laissé ses affaires et n'a pris que son portefeuille avant de repartir au bureau. Habituellement, le trajet durait entre 1 et 2 heures en heure de pointe. Mais cette nuit-là, elle est arrivée en seulement 30 à 40 minutes. Elle a rapidement récupéré son téléphone et s'est empressée de repartir. Voulant rentrer au plus vite, elle a décidé de prendre un taxi. Un véhicule s'est arrêté devant elle après quelques instants. L'éclairage à l'intérieur était très faible, mais elle n'y a pas prêté attention. D'ordinaire, elle s'asseyait toujours à l'avant lorsqu'elle prenait un taxi. Mais cette fois, sans savoir pourquoi, elle a choisi la banquette arrière. Le taxi a roulé quelques minutes, et Raquel a regardé distraitement par la fenêtre. Mais elle a remarqué que le chauffeur ralentissait en approchant d'un pont qui surplombait une rivière. Curieuse, elle l'a observé. Il était petit, avec de courts cheveux noirs et bouclés. Soudain, il a arrêté la voiture et a pointé une arme sur elle. « C'est un braquage », il a lâché d'un ton froid. Raquel n'a pas voulu y croire. Elle lui a demandé d'un ton éberlué s'il était sérieux. L'homme s'est mis à hurler et à l'injurier tout en braquant son arme sur elle. Elle a lentement sorti son téléphone et le lui a tendu. Il l'a arraché de ses mains et l'a immédiatement éteint. « Maintenant, file-moi ton portefeuille !» Toujours sous la menace de l'arme, il lui a obéi et l'a lentement tendu. Mais au moment où il a essayé de l'attraper, ses doigts ont refusé de lâcher prise. Toutes ses pièces d'identité importantes étaient à l'intérieur. Dans un mouvement désespéré, il a tiré de toutes ses forces sur son portefeuille, a ouvert la portière et tenté de s'échapper. Le chauffeur a aussitôt redémarré en effectuant un virage brutal, essayant de la retenir à l'intérieur du véhicule. Mais heureusement, son plan a échoué. Dès qu'il a marqué un temps d'arrêt, Raquel s'est jetée hors du taxi, a couru et s'est mise à hurler pour appeler à l'aide. L'homme a crié quelque chose avant de repartir en trombe dans la direction opposée. Sans se retourner, elle a continué à courir aussi vite que possible. Elle a fini par apercevoir un couple en train de faire du jogging et leur a crié de l'aider. Elle leur a expliqué ce qui venait de lui arriver et un policier est rapidement intervenu pour l'emmener au poste le plus proche. Là, elle a tout raconté. L'agent lui a alors révélé que le taxi dans lequel elle était montée avait été volé plus tôt dans la journée. L'agresseur utilisait une technique bien rodée. Appeler un taxi, le voler, puis se faire passer pour le chauffeur. Après avoir rempli son dépôt de plainte, Raquel a pris une décision radicale. Elle ne retournerait pas au travail. Dès ce jour-là, elle a entamé les démarches pour poser sa démission. Pendant plusieurs mois, elle a évité les taxis et s'est mise à chercher un emploi plus proche de chez elle. Puis un jour, une amie de son ancien lieu de travail l'a contactée.
Son petit ami, qui était policier, lui a annoncé que l'homme qui l'avait agressé avait été arrêté. « Regarde les infos », il lui a dit. Raquel a obéi, et ce qu'elle a découvert l'a pétrifiée. Son ami lui a alors demandé de venir au commissariat pour témoigner, car ça permettrait d'alourdir sa peine, et lui a expliqué. Mais Raquel a refusé. Elle souffrait encore du traumatisme, et n'était même pas capable de sortir de chez elle. Son ami a respecté son choix, et ils se sont quittés ainsi. Elle n'a pas eu le courage de lui avouer la vérité. L'homme qu'ils avaient arrêté, ce n'était pas lui. Cet événement lui a ouvert les yeux. Si cet agresseur courait toujours, combien d'autres utilisaient la même méthode? Ces criminels ciblaient ceux qui travaillaient tard et rentraient seuls en pleine nuit. Aujourd'hui, Raquel travaille depuis chez elle, à l'abri. Mais elle espère de tout cœur que ceux qui doivent encore sortir chaque soir prendront toutes les précautions possibles lorsqu'ils prennent un taxi. Cet horrible incident est arrivé lorsque Nathan avait 15 ans. Il avait un rendez-vous médical pour faire examiner son bras, qu'il s'était foulé quelques semaines plus tôt. Ce jour-là, il devait retirer ses bandages, alors il était assis dans la salle d'attente, attendant son tour pour voir le médecin. Puis, soudainement, il a remarqué un homme très grand en face de lui, qui faisait environ 1,90 m. Il avait des cheveux noirs et une apparence soignée, avec un visage fraîchement rasé. Il portait un long trench coat noir et un jogging noir, ample. Il était évident qu'il avait l'air un peu étrange, mais Nathan a décidé de l'ignorer, car il avait tendance à se méfier facilement des inconnus. Cependant, une odeur nauséabonde a immédiatement envahi ses narines lorsque l'homme s'est assis juste à côté de lui. Il sentait comme s'il cachait quelque chose de pourri sous son manteau. L'odeur était si insupportable qu'elle lui a donné la nausée. Nathan s'est levé précipitamment, a couru jusqu'aux toilettes et a fini par vomir. Après s'être nettoyé, il est retourné dans la salle d'attente. Et heureusement, l'homme avait disparu. À ce moment-là, son médecin l'attendait. Il s'est rendu dans son bureau et lui a retiré ses bandages. Il lui a parlé de l'homme qu'il avait vu juste avant, et lui a répondu qu'elle l'avait déjà aperçu elle aussi. Elle trouvait également qu'il y avait quelque chose d'étrange chez lui, mais ne lui avait jamais rien dit. Bien sûr, Nathan ne pouvait pas lui en vouloir, alors il l'a salué avant de quitter l'hôpital. Alors qu'il sortait par l'entrée et s'apprêtait à rentrer chez lui, il a entendu soudainement une respiration lourde en provenance d'une ruelle adjacente à l'hôpital. Au début, il ne voyait pas bien de qui il s'agissait à cause de l'ombre. Mais peu après, il a réalisé que c'était le même homme qu'il avait vu dans la salle d'attente. Il n'était jamais parti. Que devait-il faire? Il était terrifié. Au même moment, il a remarqué quelque chose d'étrange dans les mouvements de l'homme. Et en y regardant de plus près, il a distingué ce dernier en train de mordre dans un bras sectionné. C'est à cet instant qu'il a compris enfin d'où provenait l'odeur pestilentielle qu'il avait sentie dans la salle d'attente. Il a failli hurler, mais il a retenu son souffle autant qu'il le pouvait, avant de s'élancer sur la route pour appeler la police immédiatement. Environ 5 minutes plus tard, les forces de l'ordre sont arrivées et l'ont plaqué au sol avant de l'arrêter. Nathan a appris plus tard que cet homme avait finalement été inculpé pour enlèvement et meurtre. À cause de cet incident, il a évité l'hôpital et est resté chez lui pendant un certain temps. Il ne pouvait s'empêcher de se demander, et s'il avait crié sur place? Et si cet homme l'avait repéré? Serait-il devenu la prochaine victime qu'il dévorerait? Il pense que sa décision ce jour-là avait été la bonne. Il était simplement reconnaissant d'être encore en vie. Même aujourd'hui, quand Elise repense à cette époque, une sensation d'horreur l'envahit. Elle a essayé de vivre sans y penser, car dès qu'elle s'en souvient, la terreur la paralyse. Mais pour nous raconter son histoire une dernière fois, elle a décidé de replonger dans cet enfer. C'était il y a 6 ans, lorsqu'elle a rencontré un homme nommé Cameron. Au début, elle l'avait pris pour une bonne personne. Il tenait une boutique de fleurs et portait toujours des fleurs avec lui. Mais quand elle a découvert la véritable raison de sa passion pour les fleurs, il était déjà trop tard. Ils ont commencé à sortir ensemble, et à chaque rencontre, il lui offrait un bouquet. Les fleurs étaient toujours d'une qualité irréprochable, toutes magnifiques et soigneusement sélectionnées. Un jour, alors qu'il lui tendait un bouquet, il en a retiré quelques fleurs et les a écrasées. Déconcerté, elle lui a demandé pourquoi. Il a répondu « Elles ne sont pas jolies, je déteste voir des choses laides. » Son expression a soudain pris un air meurtrier. Élise est restée figée, choquée par ce changement brutal sur son visage. Puis l'a regardé et a ajouté « Pourquoi tu as peur? Tu es jolie, toi. Ne t'inquiète pas, je ne t'écraserai pas. » En disant cela, il a posé une main sur son épaule.
Sa poigne était anormalement forte. Elise s'est rappelé qu'il faisait souvent des exercices de musculation avec des haltères quand la boutique était vide. Une peur viscérale l'a brusquement envahie. En voyant la panique sur son visage, Cameron s'est penché vers elle et a murmuré à voix basse. « Tout ce que tu as à faire, c'est rester jolie, sans faner. Alors souris s'il te plaît. Tu es affreuse avec cette mine renfrognée. » Puis il a retrouvé son sourire éclatant et lui a tendu une bouteille d'eau. « Ta peau a besoin d'hydratation, bois. » C'est à cet instant qu'Elise a compris. Cameron était un psychopathe. Des frissons lui ont parcouru l'échine, et elle a su qu'elle devait mettre un terme à cette relation immédiatement. Avant leur prochain rendez-vous, elle a appelé 2 de ses amis, Adam et Jonathan, et leur a demandé de l'observer à distance et d'intervenir en cas de problème. Après leur avoir expliqué la situation, ils ont accepté sans hésiter. Ils ont attendu dans la voiture, non loin de la maison de Cameron, prêts à agir au moindre signe. Lorsqu'elle est arrivée devant chez lui, elle a sonné à la porte. Cameron lui a dit d'entrer, mais elle a refusé. Il est venu ouvrir, l'air perplexe, et lui a demandé ce qui n'allait pas. C'est à ce moment-là qu'elle lui a annoncé qu'elle voulait rompre. Pendant un instant, il a semblé surpris et resté silencieux. Puis, affichant un sourire amer, il a lâché. « Quand tu dis ça, tu es vraiment laide. » Lentement, il a levé ses mains et a agrippé son cou. Sa poigne était d'une force effrayante. « Tu étais une si belle fleur, » il a murmuré. « Pourquoi as-tu changé? Je t'avais dit, je ne voulais pas te briser la nuque. » Il a légèrement relâché sa prise et a soufflé doucement. « Je te laisse une dernière chance. Veux-tu vraiment rompre avec moi ou redevenir ma fleur ?» La voix tremblante, Elise lui a répété qu'elle voulait mettre un terme à leur relation. Et soudain, il a hurlé de toutes ses forces qu'il allait la tuer. Il lui a saisi la tête à 2 mains, respirant bruyamment, comme s'il se préparait mentalement à lui briser la nuque. Elise a crié de toutes ses forces. À cet instant, Adam et Jonathan ont entendu ses hurlements. Ils ont accouru, plaqué Cameron au sol et l'ont maîtrisé avant d'appeler la police. Cameron a été arrêté et Elise a appris plus tard qu'il avait déjà fait subir la même chose à ses anciennes petites amies. L'une d'elles avait eu la nuque brisée, mais avait survécu de justesse. Cameron avait utilisé sa fortune pour lui verser une énorme somme et éviter une condamnation sévère. Cette fois, il a été envoyé en prison et Elise a eu la chance d'en sortir vivante. 5 ans plus tard, elle a reçu une nouvelle encore plus effroyable. Un ami de Cameron l'a contacté pour lui annoncer qu'après sa libération, il avait tué une autre femme et avait été condamné à la perpétuité. Apparemment, il s'était trouvé une nouvelle petite amie peu après sa sortie. Un jour, ils se sont disputés et il lui a brisé la nuque. Puis il a appelé son ami en pleurant et en lui disant qu'il avait cassé une fleur. Lorsque la police est arrivée, elle a découvert le corps de la femme dans une baignoire remplie d'eau, la nuque complètement rompue. Cameron était en train de verser de l'eau sur sa tête, caressant ses cheveux. En apprenant cette nouvelle, Elise a été si bouleversée qu'elle a dû consulter un psychiatre pendant un certain temps. Encore aujourd'hui, elle se demande souvent que lui serait-il arrivé si Adam et Jonathan n'avaient pas été là ce jour-là. Ils lui ont sauvé la vie et elle ne cessera jamais de leur en être reconnaissante. Jules travaille comme policier à San Diego, en Californie, depuis plus de 15 ans. Plus précisément, il fait partie de la brigade canine. Son métier lui avait réservé des moments difficiles, mais une expérience en particulier lui a révélé à quel point cette profession pouvait être éprouvante. Le 3 mars 2022, à environ 12h35, le département de police de San Diego où il travaillait a reçu une demande d'assistance urgente de la part du bureau du shérif. L'intervention concernait une résidence située non loin de leur position. Les adjoints du shérif tentaient de remettre des documents d'expulsion à une femme qui avait accumulé plusieurs avis. Mais lorsqu'ils avaient essayé de lui parler, ils avaient vu qu'elle tenait un grand couteau. Elle a refusé d'écouter, a claqué violemment sa porte et l'a barricadée. C'est à ce moment-là que Jules et plusieurs autres policiers ont été appelés en renfort. Sur place, on lui a ordonné d'attendre devant le hall avec son chien, au cas où la brigade canine serait nécessaire. Et finalement, ils ont été appelés à entrer dans l'appartement, pour trouver une solution moins létale. Une fois sur place, l'un des adjoints a défoncé la porte. Jules et plusieurs autres policiers ont pénétré à l'intérieur. Ils ont immédiatement ordonné à la femme de sortir les mains en l'air, mais elle a refusé d'obtempérer. Elle se tenait dans une pièce dont la porte était ouverte. Un adjoint, Jason, a tiré plusieurs coups d'intimidation sur le mur pour tenter de la faire obéir et éviter une confrontation, en vain. La femme s'est soudainement ruée sur eux, brandissant son couteau. Les officiers ont reculé précipitamment dans le couloir, tandis que Jason tentait de tirer sur elle, mais il a raté ses tirs. Elle a alors lancé son couteau dans leur direction.
La lame a atteint la poitrine de Jules et resta enfoncée pendant 1 ou 2 secondes avant d'être retirée. Un autre officier a immédiatement ouvert le feu. La femme a été touchée au moins 1 fois et elle en est morte sur le coup. Jules, quant à lui, était figé par la douleur. Il a crié qu'il avait été poignardé, mais personne ne l'a remarqué au début. Quelques secondes plus tard, un des policiers a demandé si quelqu'un était blessé. Jules a de nouveau hurlé qu'il avait été poignardé, et cette fois, il a immédiatement été pris en charge et transporté à l'hôpital. Heureusement, sa blessure ne mettait pas sa vie en danger. Après avoir reçu des soins, il a rapidement été autorisé à quitter l'établissement. Il a appris plus tard que la femme qui l'avait poignardé qui avait été abattue se nommait Yan Li. Elle avait 47 ans. Elle avait reçu plusieurs avis d'expulsion, mais avait toujours refusé de les accepter. La veille de sa mort, elle avait même menacé un concierge avec son couteau. Jules a réussi à tourner la page sur cet événement, mais il n'a jamais oublié cette sensation. Cette douleur si intense qu'elle lui a fait croire, l'espace d'un instant, qu'il ne s'en sortirait pas vivant. C'est simplement l'une des nombreuses aventures d'un policier de terrain. Isaac ne sait pas par où commencer. Cette terrible histoire qu'il a vécue est toujours en cours. Tout a commencé il y a environ 3 ans, lorsqu'il a commencé à faire ce rêve atroce. Le rêve suivait toujours le même schéma. Il se retrouvait sur une balançoire, dans une aire de jeu, aux côtés d'un homme, même s'ils étaient tous les deux adultes. L'homme parlait une langue étrange, et ne semblait pas venir de ce monde, mais curieusement, dans son rêve, Isaac comprenait ce qu'il essayait de dire. L'homme disait s'appeler Ash. Puis, le soleil disparaissait brusquement à l'horizon, et la nuit tombait. Ash s'enfuya alors, terrifié. Dès que la nuit tombait, l'obscurité devenait si intense qu'Isaac ne voyait plus rien. Le rêve était une vivacité troublante, et lorsqu'il levait les yeux vers le ciel, il n'y avait ni étoile ni lune, rien que des ténèbres. Il s'est rendu compte qu'il n'avait jamais connu une obscurité aussi complète auparavant. C'était un gouffre sans fond. Puis, une odeur écœurante se propageait, et il entendait des grognements lointains, émis par des êtres inconnus. Ces créatures se rapprochaient, irradiant une lueur rouge. C'est alors qu'il entendait la voix de cet homme, Ash, lui hurler de se réveiller. Le cri était empreint d'un désespoir glacial, presque inhumain, et Isaac se réveilla en sursaut. À chaque fois qu'il faisait ce rêve, il ouvrait les yeux à 4 ou 5 heures du matin. Le déroulement restait toujours le même. Isaac était perdu, incapable de comprendre ce que ce rêve signifiait. Peu importe combien de fois il avait cherché sur Google ou interrogé des gens, il n'avait trouvé aucune réponse. Puis un jour, il a refait ce rêve. Il était sur la balançoire, dans l'aire de jeu, toujours aux côtés de Ash. Mais cette fois, Ash fronçait les sourcils. Il l'a regardé et lui a dit « Sais-tu où tu es? S'il te plaît, ne reviens plus ici. » Quand Isaac lui a demandé pourquoi, Ash a simplement répondu « C'est ici que vivent les prédateurs d'âmes. » Isaac a voulu lui demander ce que cela signifiait, mais Ash a levé les yeux vers le ciel et s'est enfui sans ajouter un mot. Et encore une fois, la nuit est tombée. Les cris des créatures résonnaient dans l'obscurité, et des pas inquiétants se rapprochaient. Ces bruits de pas, c'était comme si des milliers de jambes marchaient ensemble. Par curiosité, Isaac a décidé, cette fois, de ne pas chercher à se réveiller. Il a attendu. Les murmures se sont intensifiés alors que les créatures s'approchaient. Mais leur langage restait étrange, incompréhensible. À cet instant, une peur terrible s'est emparée de lui, et il a su qu'il devait se réveiller. Mais avant d'y parvenir, il a aperçu ces êtres. Et cette fois, il a clairement entendu ce qu'ils disaient. Puis il a ouvert les yeux et s'est réveillé dans son lit. Il s'est précipité sur son téléphone et a enregistré les mots qu'il avait entendus dans son rêve. Ils sonnaient comme ceci. Sabrioc, Sabrioc. Mais il n'avait aucune idée de ce que cela pouvait signifier. Ça ne ressemblait à aucune langue terrestre. Un frisson l'a parcouru et il n'a plus réussi à se rendormir. Quelque temps plus tard, il a de nouveau rêvé. Mais cette fois, il a passé un moment agréable avec Ash. Ils ont eu une longue conversation, et bien qu'Isaac n'en garde aucun souvenir précis, il sait qu'il a ressenti un véritable bonheur. Puis, soudainement, la nuit est tombée. Les monstres se sont approchés, et Ash a hurlé en tentant de fuir. Mais cette fois, c'était trop tard, les créatures étaient déjà là. Elles ressemblaient à des mille pattes gigantesques, et elles ont dévoré Ash. Isaac a entendu le bruit atroce de son corps se faisant déchiqueter, le craquement de ses os, le bruit des mandibules mâchant sa chair, et la couleur rouge éclatante de son sang. Tout semblait plus réel que la réalité elle-même. Il a voulu crier, hurler à s'en briser la voix, mais aucun son n'est sorti.
Et la douleur, il avait l'impression que sa tête allait exploser sous l'effort. Puis après avoir fini de dévorer Ash, l'une des créatures s'est jetée sur Isaac et l'a mordu au bras. La douleur était insoutenable. Il a immédiatement cherché à se réveiller, et heureusement, il a ouvert les yeux dans son lit. Mais le plus effrayant, c'est que son bras lui faisait un mal de chien. Il est allé à l'hôpital, et le médecin lui a dit que son bras était gravement enflammé. S'il avait attendu plus longtemps, la blessure aurait pu s'infecter au point de se nécroser. Par chance, il a été soigné et a pu récupérer. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il continue à faire ce rêve, encore et encore. Et désormais, il est seul sur la balançoire, Ash n'étant plus là. Mais il ressent un bonheur inexplicable dans cette ère de jeu. Et ironiquement, ce bonheur lui donne envie de ne plus se réveiller. Heureusement pour lui, il a appris à quitter le rêve avant l'apparition des 1000 pattes géants. Mais il ignore toujours ce que signifie ce cauchemar. Pourquoi revient-il sans cesse dans cet endroit? Et que se passerait-il s'il se laissait dévorer par ces créatures? Depuis quelques semaines, Ethan et son ami Daniel utilisaient l'application Randonautica. Une nuit, après être allés au cinéma, ils ont décidé de prolonger un peu la soirée. Le film n'avait pas fini trop tard, alors ils ont eu l'idée d'aller manger un morceau et d'utiliser l'application pour explorer un endroit étrange. Après une recherche de lieux inquiétants, l'application leur a indiqué une destination. L'endroit en question se trouvait dans un coin isolé de l'autoroute. Ils ont dû s'arrêter près d'une aire de repos abandonnée pour suivre à pied, car il n'y avait plus de route menant jusqu'au point indiqué par l'application. Ethan et Daniel ont avancé en direction des bois et ont escaladé une vieille clôture rouillée. Ils ont continué à marcher, et d'après l'application, ils devaient encore marcher environ 5 minutes avant d'arriver. Ils étaient préparés et avaient emporté des lampes torches, car ils avaient pris l'habitude de faire ce genre d'exploration. Ils ont fini par atteindre l'endroit indiqué, et c'était une cabane. Il était difficile de savoir si elle était abandonnée ou encore utilisée par quelqu'un. Daniel a demandé s'il devait entrer pour y jeter un œil. Ethan a hésité. Il se demandait si c'était une bonne idée, car c'était peut-être la propriété de quelqu'un. Mais Daniel a fini par le convaincre d'aller voir. Il n'y avait aucune voiture autour, ni aucune lumière à l'intérieur. De plus, ils étaient en pleine nature, loin de tout. Ethan a fini par céder. La porte d'entrée n'étant pas verrouillée, ils ont pu entrer facilement. À l'intérieur, la cabane paraissait aussi abandonnée que son extérieur. Mais il y avait aussi des signes de présence récente. Le rez-de-chaussée semblait relativement normal. Ils sont montés à l'étage et ont trouvé une unique pièce. Ils ont supposé qu'il s'agissait d'une chambre. Lorsqu'ils ont ouvert la porte, leur intuition s'est confirmée. Mais la pièce n'avait rien de normal. Quelqu'un avait cloué des pages, probablement tirées d'une Bible, sur les murs et le plafond. D'autres pages et Bibles déchirées étaient éparpillées sur le sol. Et comme si ce n'était pas assez inquiétant, un sac était posé sur le lit. Ethan l'a ouvert et a découvert à l'intérieur une petite Bible, une boîte d'allumettes, une grande paire de ciseaux rouillés et un marteau couvert de sang séché. Il a immédiatement montré le contenu du sac à Daniel, qui lui a soufflé qu'il devrait peut-être partir de là. Alors qu'il descendait les escaliers, Daniel l'a soudainement arrêté et lui a chuchoté de se taire. En tendant l'oreille, ils ont entendu des voix d'hommes, non loin. Ethan a alors remarqué, à travers la fenêtre, plusieurs faisceaux lumineux au milieu des arbres. 6 ou 7 lampes torches s'approchaient de la cabane. Sans un bruit, ils ont rebroussé chemin et sont ressortis par la porte d'entrée. À peine dehors, ils ont commencé à courir en direction de la voiture. Ils ont franchi la clôture et ont démarré sans attendre, prenant la route du retour. Plus tard dans la nuit, Daniel a envoyé un message à Ethan, avec une capture d'écran d'un article de presse publié 2 jours plus tôt. Un homme retrouvé sauvagement assassiné chez lui. Des pages de Bible étaient enfoncées dans sa main. Ethan ne cesse d'y penser depuis. Il est persuadé que ces hommes, près de la cabane, étaient impliqués dans ce meurtre. Et s'ils avaient été surpris à l'intérieur, lui et Daniel auraient peut-être subi le même sort. Anthony travaillait comme représentant technique du service client dans une entreprise bien connue aux Philippines. Pendant un certain temps, il avait enchaîné les nuits, de 20h à 5h du matin. Parfois, il se sentait épuisé et lassé, car il répétait sans cesse la même routine. Travailler, rentrer chez lui, manger, se reposer et recommencer. Mais un jour, un événement inattendu s'est produit. Il s'en souvient encore parfaitement, car la chose la plus effrayante qu'il ait jamais vécue de sa vie s'est déroulée cette nuit-là.
Ça avait commencé le 28 octobre, avec Halloween qui approchait. Tandis que ses collègues se dépêchaient de finaliser les décorations sur le plateau de production, ils se sont mis à raconter des histoires effrayantes, en particulier des histoires de fantômes qui circulaient sur leur lieu de travail. L'une d'elles concerne un esprit bien connu qui entrait tous les centres d'appel. Junjun, un petit garçon décédé qui apparaissait aux agents isolés la nuit. Il était censé hanter les dortoirs, le plateau de production, et parfois perturber les casques audio. Certains avaient affirmé avoir entendu une voix d'enfant chuchoter à leur oreille. Mais cette histoire, Anthony la connaissait déjà. Puis une collègue plus ancienne, Jenny, leur a raconté une autre légende, celle de la dame en blanc, qui apparaîtrait dans l'immeuble où ils travaillaient. D'après elle, au 21e étage, le dernier de l'immeuble, un fantôme de femme à la peau pâle se manifestait entre 3 et 3h05 du matin. Elle restait visible durant 5 minutes, immobile à l'extrémité nord du plateau, observant la fenêtre. Il était dit que si quelqu'un la voyait, il ne devait faire aucun bruit, éviter de croiser son regard, et surtout ne pas attirer son attention. Jenny a affirmé qu'un ancien employé, après l'avoir vue, avait brusquement démissionné. Mais personne n'a pris cette histoire au sérieux, car aucun d'entre eux ne l'avait jamais croisée. Puis le jour de cette histoire, le 6 novembre 2022 précisément, Anthony s'est retrouvé seul. Tous ses collègues avaient demandé à partir plus tôt, et leur demande avait été acceptée. Lui, en revanche, était resté pour faire des heures supplémentaires, ayant des factures à payer. Impossible de se permettre un moment de répit. Leur horaire habituel était de 20h à 5h, mais cette nuit-là, il s'est retrouvé seul dès 1h du matin. C'était un dimanche, et la plupart des employés étaient en congé. À 2h du matin, il s'est souvenu de l'histoire de Jenny. Il trouvait ça fascinant, sans vraiment y croire. Anthony n'était pas superstitieux, mais il aimait les films et séries d'horreur, ainsi que les récits de mystères qu'il regardait souvent sur Netflix ou YouTube. 3h du matin. C'était son heure de pause déjeuner, de 3h à 4h. Il est sorti du plateau du 18e étage pour aller à la machine à café dans le couloir. Il a rempli sa bouteille d'eau, bu quelques gorgées, puis s'est installé dans la cuisine avec son repas. La température était glaciale, alors il a enfilé sa veste. Pendant qu'il mangeait seul, une idée lui est venue. Il devait aller voir le 21e étage pour vérifier si l'histoire de la dame en blanc était vraie. Il a donc pris l'ascenseur et est monté à l'étage, avant de s'installer du côté sud du plateau. Il s'est assis sur une chaise et a attendu. L'endroit était glacial et silencieux. Il a remonté sa capuche et mis ses écouteurs pour écouter de la musique. À 3h50, il ne lui restait plus que 10 minutes avant la fin de sa pause. Il a décidé d'attendre un peu plus longtemps. Puis, à 3h55 précise, il a fait défiler son fil d'actualité Facebook, avec sa musique préférée en fond. Mais soudain, son écran s'est figé, et des grésillements ont retenti dans ses AirPods. Il a lentement levé la tête en direction de l'extrémité nord du plateau. Une silhouette se tenait là. Il n'a pas pu distinguer clairement la personne, mais une chose était sûre, il n'était plus seul. Il s'est figé. C'était un dimanche, et personne d'autre n'aurait dû être présent à cette heure. Il s'est dit qu'un autre employé avait peut-être, lui aussi, des heures supplémentaires à faire. Mais c'est là qu'il l'a vu. Sa robe. Une robe blanche. Son sang s'est glacé. Il a repensé à l'histoire de Jenny, et la réalisation l'a frappé de plein fouet. Son cœur s'est emballé tandis qu'il l'observait avec prudence. Soudain, ses AirPods se sont éteints et son Bluetooth s'est déconnecté. La musique a commencé à résonner fort dans le silence. Il a immédiatement éteint le son, mais son corps s'est tendu de panique. Tout s'était passé très vite. Et puis, lentement, la tête du spectre s'est tournée vers lui. Anthony a senti son souffle se bloquer. Il était terrifié. Il a compris qu'il ne devait surtout pas faire de bruit. Il s'est laissé glisser au sol et a commencé à ramper en direction de la sortie. Et ne l'a pas vu. Il a atteint l'ascenseur, appuyé frénétiquement sur le bouton, et la porte s'est finalement ouverte. Il s'est précipité à l'intérieur. Mais alors qu'il levait la tête vers le long couloir qui menait à l'ascenseur, son regard est tombé droit sur elle. Elle se tenait au bout du couloir, fixant directement Anthony. Il a appuyé de toutes ses forces sur le bouton pour fermer les portes, pendant qu'elle commençait à ramper vers lui. D'abord lentement, puis plus vite, de plus en plus vite. Elle était sur le point de l'atteindre quand, juste à temps, les portes de l'ascenseur se sont refermées. L'ascenseur est descendu au rez-de-chaussée, et Anthony s'est rué dehors, droit vers le parking. Il a bondi dans sa voiture, a démarré et s'est éloigné en trombe. Mais avant de partir, il a levé les yeux vers le 21e étage. Elle était là, et elle le regardait. Anthony a quitté son poste ce jour-là. Il n'y est jamais retourné. Pendant des semaines, il en a fait des cauchemars. Cette nuit-là est restée gravée en lui. Jusqu'à aujourd'hui, il ignore toujours qui était cette femme.
pourquoi elle portait une robe blanche, et surtout, ce qui se serait passé si elle avait atteint l'ascenseur à temps. L'année dernière, Ambre avait une camarade de classe qui n'était pas très sociable. Elle était la seule à lui parler. Un jour, cette fille lui a envoyé un article sur la maltraitance des chats dans un message, sachant qu'Ambre en avait un. Elle avait répondu quelque chose comme « Wow, c'est complètement fou ». Mais à partir de là, l'autre a commencé à faire comme si elles étaient proches, et a continué à lui envoyer des articles sur la maltraitance des chats, ou même des photos de cadavres, comme celui d'un chat écrasé sur la route. Se sentant très mal à l'aise, Ambre a commencé à l'éviter petit à petit. Puis un jour, elle a eu l'impression soudaine que la fille venait de la prendre en photo. Profitant d'un moment où elle s'était éloignée de son siège, Ambre a décidé de vérifier son téléphone en cachette. À sa grande surprise, il n'était même pas verrouillé, ce qui lui a permis d'accéder directement au dossier des photos. Ce qu'elle a découvert alors l'a glacée d'horreur. Il y avait plus de 80 photos d'elle, prises à son insu, sans qu'elle comprenne comment. Un frisson l'a parcouru en voyant que le dossier portait son propre nom. Et à côté, il y avait un autre, intitulé Chat, rempli de photos de cadavres et des articles que la fille lui avait envoyés. Cette histoire concerne la sœur d'une amie de Chloé. Sa famille vivait dans une grande résidence d'appartements. Un jour, sa sœur est sortie, et c'est à ce moment-là que la tragédie s'est produite. Son ex-petite amie l'attendait devant chez elle. Il l'a attaquée par surprise et lui a asséné un coup sur la tête avec une brique, la tuant sur le coup. Alerté par les bruits, un agent de sécurité s'est précipité vers eux. Mais l'homme a pris la fuite et monté sur le toit d'un autre immeuble et a mis fin à ses jours. Après cela, 2 hôtels funéraires ont été installés pour eux, ironiquement placés l'un juste à côté de l'autre. C'est alors que la famille endeuillée du meurtrier a formulé une demande invraisemblable à celle de la victime. Et si nous unissions leurs âmes par le mariage? Les parents de la victime, bouleversés, ont refusé catégoriquement et ont fini par se disputer violemment avec l'autre famille, dans une explosion d'injures et de colère. Plus tard, l'ami de Chloé lui a confié que ce jour-là, l'atmosphère aux funérailles était devenue complètement chaotique. Un des profs d'Élodie leur a raconté un rêve qu'elle avait fait. C'était quelques années après le décès de son grand-père. Dans ce rêve, il pleuvait à verse, et son grand-père, trempé jusqu'aux os, essayait de lui tendre une paire de chaussettes. Même si elle l'aimait énormément, elle a refusé obstinément de les prendre, sans trop savoir pourquoi. Puis brusquement, la scène a changé, et s'est retrouvée dans une voiture, roulant dans un immense tunnel. À un moment, elle s'est aperçue qu'elle somnolait, a appuyé sur le frein, et s'est réveillée en sursaut. Au début, elle a pensé que ce n'était qu'un rêve étrange. Mais quelques jours plus tard, alors qu'elle était en voiture avec son mari, elle s'est assoupie sur le siège passager, ce qui ne lui arrivait jamais. À son réveil, elle a constaté avec effroi qu'il traversait le même tunnel que dans son rêve, et que son mari, lui aussi, était en train de somnoler au volant. Paniquée, elle l'a immédiatement secoué. Ils ont pu rentrer chez eux sains et saufs. Un peu plus tard, ce rêve lui est revenu en mémoire. Elle est allée consulter un expert en interprétation onirique. Il lui a expliqué que lorsqu'une personne décédée tend quelque chose dans un rêve, accepter cet objet signifiait rejoindre le défunt. Elle avait fini par oublier cette histoire, jusqu'à 7 ans plus tard. Ce jour-là, la famille devait déplacer la tombe de son grand-père. Mais lorsqu'ils ont ouvert le cercueil, ils ont découvert avec stupeur que son corps flottait dans l'eau et qu'il n'était même pas décomposé. Il avait gardé son volume, comme s'il était encore intact. La prof d'Élodie s'est demandé si son grand-père, sous cette pluie battante dans son rêve, n'avait pas cherché à lui faire comprendre ce qui lui était arrivé. Mais ce qui l'a encore plus troublée, c'est qu'elle n'était pas la seule à avoir fait ce rêve. D'autres membres de sa famille ont fait exactement le même. Ce n'est pas exactement une histoire effrayante, mais Jeanne a toujours été maladroite. Elle s'attirait souvent des accidents, et une fois, elle a vraiment failli mourir. Elle adorait les animaux, et sans réfléchir, elle a traversé une route où les voitures roulaient à toute allure, pour rejoindre un pigeon qu'elle venait de voir. Lorsqu'on est enfant,
on ne perçoit pas toujours le danger. Mais au moment où elle a posé le pied sur la chaussée, elle a entendu plusieurs voix crier derrière elle « Attention !» Sous le choc, elle est tombée en arrière, échappant de justesse aux voitures. Quand elle s'est retournée pourtant, il n'y avait personne. Seul son grand frère était là, en larmes, lui disant entre deux sanglots qu'elle l'avait échappé belle et de ne plus jamais refaire ça. Il venait de sortir précipitamment du magasin et de se ruer vers elle. Cela signifiait que lui seul avait crié pour l'avertir. Et pourtant, Jeanne aurait juré avoir entendu des dizaines de voix lui hurler de faire attention. Angie vient d'Albanie et se souvient encore parfaitement de cette histoire, qui lui est arrivée quand elle avait 11 ou 12 ans. C'était l'été, et sa famille et elle passaient le week-end chez ses grands-parents. Par coïncidence, sa tante et ses cousins séjournaient eux aussi chez eux à ce moment-là. Un soir, vers 22h, ils avaient décidé de jouer à cache-cache. Tout le monde avait été retrouvé assez vite, sauf Edith, l'une de ses cousines. Derrière la maison de ses grands-parents, de chaque côté, se dressaient des murs hauts. Normalement, personne ne pouvait entrer dans la cour par là. L'unique accès se trouvait à l'avant de la maison. Mais comme ils étaient dans une zone rurale où des crimes étaient souvent signalés, les enfants avaient toujours eu peur d'aller trop loin derrière. Alors qu'ils cherchaient encore Edith, Angie a aperçu une main dans les buissons à l'arrière de la maison. Elle a aussitôt pensé que c'était sa cousine. Pourtant, un détail l'a intriguée. Cette main paraissait bien trop grande. Mais n'y a pas trop réfléchi sur le moment. Elle s'est contentée de s'exclamer fièrement qu'elle savait où était Edith. Mais à peine avait-elle crié ça, que la voix d'Edith s'est élevée à l'avant de la maison. « Vous m'avez trouvée !» Angie s'est figée. Edith se cachait en réalité dans un buisson près de l'entrée. Son estomac s'est noué. À cet instant précis, tout le monde se trouvait devant la maison. Alors, qui était derrière? Elle a préféré ne rien dire à personne. Un peu plus tard, leur grand-mère les a appelés pour rentrer, car la nuit était tombée. Angie, Edith et leur autre cousine, Sarah, se sont installées sur des matelas posés au sol, sous une fenêtre. Comme souvent, elles ont bavardé jusqu'à tard. Angie a fini par leur raconter ce qu'elle avait vu, mais les deux autres ne l'ont pas prise au sérieux. Elles l'ont accusée d'inventer des histoires, et sont rapidement passées à un tout autre sujet. Vers 1h du matin, la fatigue a fini par les gagner. Mais alors qu'elle sombrait dans le sommeil, Angie a entendu des bruits de pas juste devant la maison. Elle a tenté de les ignorer, pensant que ce n'était que son imagination. Sauf que ces bruits ne s'arrêtaient pas. Pire, ils se rapprochaient. Agacée, elle s'est levée pour jeter un œil par la fenêtre, persuadée que ses cousins leur faisaient une blague. Mais ce qu'elle a vu lui a glacé le sang. 2 hommes, inconnus. Quand leurs regards se sont croisés, son cerveau a enfin compris ce qui se passait. Elle a poussé un hurlement strident, réveillant tout le monde dans la maison. Les 2 intrus ont aussitôt pris la fuite. Paniquée en larmes, Angie a expliqué à sa mère ce qu'elle venait de voir. Mais celle-ci s'est contentée de la rassurer, convaincue qu'elle avait juste fait un cauchemar. Personne ne l'a cru. Les années ont passé, et Angie avait fini par oublier cette histoire. Mais presque 10 ans plus tard, alors qu'elle était de retour chez ses grands-parents pour une réunion de famille, ses souvenirs lui sont revenus. Sur un ton léger, elle a raconté son étrange expérience à son grand-père. Celui-ci a alors marqué un silence, avant de lui révéler une vérité glaçante. À l'époque des faits, il était impliqué dans des affaires illégales, et certaines personnes lui en voulaient. Angie n'a jamais su qui étaient ces hommes, ni ce qu'ils voulaient vraiment. Mais elle se demande toujours ce qui se serait passé s'il ne s'était pas réveillé cette nuit-là. C'était l'été 2022. Billy et sa petite amie avaient prévu un voyage en camping dans les bois, quelque part au Canada. On leur avait déconseillé d'y aller, mais étant jeunes et insouciants, ils n'ont pas écouté. Un choix qu'ils regrettent encore aujourd'hui. Billy a commencé à monter leur temps torse nu. Si quelqu'un se demande pourquoi, eh bien, il a une bonne musculature. Pas comme un bodybuilder, mais il a des muscles et des abdos qu'il était fier de montrer. Alors qu'il installait la tente, sa petite amie l'a rejoint avec le reste du matériel. La tente était particulièrement compliquée à monter. Il leur a fallu 3 bonnes heures pour la finir. Comme ils étaient arrivés vers 17h, le soleil commençait déjà à descendre lorsqu'ils ont enfin terminé. Accro à son téléphone, Billy s'est mis à faire défiler TikTok, jusqu'à ce que sa copine le pousse à poser son écran et lui propose d'aller nager. À ce moment-là, il a hésité. Il faisait de plus en plus sombre, et ni lui ni elle n'avaient l'expérience pour nager de nuit. Mais pendant qu'il réfléchissait, elle avait déjà enfilé son maillot de bain. En la voyant, il a décidé qu'il ne voulait pas gâcher l'ambiance,
Alors il a changé de tenue lui aussi. Il marchait main dans la main jusqu'au rivage, quand un bruit s'est fait entendre à proximité. Billy, méfiant, s'est demandé ce que c'était. Mais comme le bruit n'est pas revenu, ils ont continué à avancer. Une bourrasque froide a balayé sa peau tandis qu'il s'approchait de l'eau. Près de la rivière, sa copine a posé une serviette sur le sol. Sans attendre, elle a sauté à l'eau et il l'a suivie. Il riait, s'éclaboussait, profitait pleinement du moment. Billy a plongé sous l'eau et est remonté sous elle pour la soulever, ce qui l'a fait éclater de rire. Ils se sont embrassés dans l'eau, mais soudain, elle lui a tapé sur la poitrine pour lui faire signe d'arrêter. Ce qu'il a vu le hante encore aujourd'hui. Un homme grand se tenait sur la rive, les observant. Mais ce qui l'a mis le plus mal à l'aise, c'est qu'il dansait d'une manière étrange. Billy a détourné les yeux un instant vers sa copine, et quand il a regardé à nouveau, l'homme était en train de nager vers eux. Par chance, ils étaient jeunes et sportifs. Sans réfléchir, ils ont nagé aussi vite qu'ils le pouvaient jusqu'à l'autre côté de la rivière. Heureusement qu'ils avaient pris des cours de natation cet été-là. Lorsqu'ils ont atteint la rive opposée, ils ont réalisé qu'ils avaient laissé leur téléphone sur la serviette. Mais tant pis, mieux valait s'enfuir et chercher de l'aide plus tard. Ils se sont mis à courir à travers la forêt, se griffant contre les branches, se blessant. Mais ils n'avaient pas le temps d'y penser. Billy a osé jeter un regard en arrière. L'homme les poursuivait. Son allure était si dérangeante qu'ils avaient l'impression d'être dans un dessin animé d'horreur. Il courait en regardant le ciel, ses bras ballants comme une poupée désarticulée. Alors qu'il commençait à désespérer, un miracle s'est produit. Ne regardant pas où il allait, l'homme s'est violemment cogné la tête contre une branche. Il mesurait bien 1,95 m, et l'impact l'a mis KO d'un seul coup. Ils ont entendu le bruit sourd de son corps tombant au sol, mais ils n'ont pas osé vérifier s'il allait se relever. Ils ont continué à courir jusqu'à atteindre la sortie de la forêt, et se sont retrouvés sur une route déserte. Ils ont marché un moment, jusqu'à apercevoir des phares au loin. Un immense soulagement les a envahis en voyant une voiture approcher. Billy a serré sa copine dans ses bras, tandis que le véhicule s'arrêtait à leur hauteur. La conductrice leur a demandé ce qui s'était passé. Ils lui ont tout raconté, et elle les a immédiatement fait monter pour les emmener à l'hôpital. Là-bas, ils ont reçu des soins pour leurs égratignures et leurs blessures. Puis la police est venue les interroger. Billy leur a raconté toute l'histoire, et ils ont promis d'enquêter. Mais à ce jour, personne n'a jamais retrouvé cet homme. Bianca vivait au Kenya. Elle avait 15 ans, mais cette histoire s'est déroulée 2 ans plus tôt. Elle ne l'a jamais oubliée, et ne pense pas en être capable. Pour les vacances, sa famille a décidé de partir en voyage sur la côte, à Mombasa. Elle était accompagnée de certains de ses cousins, ainsi que de ses frères et sœurs. Après environ 1 semaine sur place, ils ont décidé d'aller à la plage. Ils y sont restés jusqu'au coucher du soleil. Puis leurs parents ont demandé à son cousin aîné de la ramener à la maison vers 21h, pendant qu'il se rendait dans un club à proximité. Chacun a profité de la plage à sa manière. Bianca, elle, a marché sur le sable en compagnie de sa cousine Jeanne, avec qui elle s'entendait comme une sœur. C'était sa cousine préférée, et ils étaient inséparables. Alors qu'elles avançaient, Bianca remarquait quelque chose sur le sol. Un billet de 1000 shillings, une somme considérable au Kenya. Excitée, elle l'a ramassé. Elles ont immédiatement décidé de garder l'argent secret, ne le mentionnant pas aux autres pour éviter qu'on leur demande de le partager. Elles n'ont pas cessé d'en parler, imaginant tout ce qu'elles pourraient acheter avec. À 21h, leur cousin les a reconduits à la maison. L'endroit où ils séjournaient comptait 6 chambres, et Bianca partageait la sienne avec Jeanne, ainsi qu'avec d'autres cousines. Elle et Jeanne ont dormi dans le même lit. Ce soir-là, elles ont regardé des vidéos YouTube avant de s'endormir. Bianca s'est réveillée en sursaut à 4h du matin. Elle avait cru entendre quelqu'un parler, et a supposé que ses cousines étaient encore réveillées. Elle a essayé de se lever pour aller chercher de l'eau dans la cuisine, mais son corps est resté figé. Ses bras et ses jambes ne lui obéissaient plus. Elle a tenté d'appeler Jeanne, mais aucun son n'est sorti de sa bouche. La panique l'a envahie. Ses yeux ont balayé la pièce, et c'est là qu'elle l'a vue. Près de la porte, une silhouette sombre se tenait debout. C'était un homme grand, d'environ 1,95 m, vêtu d'un long manteau. Son cœur s'est emballé. Personne dans sa famille ne possédait un tel manteau. La silhouette a commencé à flotter, et une sueur froide a parcouru Bianca. Puis d'une voix grave et glaçante, l'apparition a prononcé ces mots. « Rends-moi là où tu m'as trouvé. » Bianca est restée figée, incapable de comprendre ce que cela signifiait. Soudain, elle a senti une paire de mains la secouer, et s'est réveillée en haletant. Jeanne était penchée sur elle, l'air inquiet. Elle lui a expliqué qu'elle respirait bruyamment et transpirait abondamment.
Lorsqu'elle lui a demandé ce qui n'allait pas, Bianca s'est contentée de répondre qu'elle avait fait un cauchemar. Elle est restée éveillée jusqu'au lever du soleil, en regardant des vidéos sur TikTok pour essayer de se changer les idées. Le lendemain, la famille est allée visiter un musée. Bianca a réussi à oublier le rêve pendant un moment. Avec Jeanne, elles ont dépensé l'argent trouvé, et tout semblait normal. Mais cette nuit-là, l'horreur est revenue. Et s'est de nouveau réveillée en sursaut, pour voir que Jeanne l'a secouée, lui demandant si elle allait bien. Cette fois, Bianca lui a raconté son cauchemar. Jeanne l'a prise dans ses bras et a tenté de la rassurer, mais n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. La scène s'est répétée pendant plusieurs jours. De plus en plus inquiète, Jeanne a fini par en parler aux parents de Bianca. Ces derniers ont décidé de l'emmener voir un prêtre pour une prière de protection. Après cela, elle a recommencé à mieux dormir, et le voyage s'est achevé. De retour chez elle, Bianca s'est sentie triste d'être loin de Jeanne, mais elle était soulagée de penser que tout était derrière elle. Ce soir-là, elle s'est couchée, persuadée que tout irait bien. Pourtant, le cauchemar est revenu. Et cette fois, l'homme était plus proche. Elle pouvait sentir sa présence peser sur elle. Tremblante, elle lui a demandé pourquoi il la tourmentait. Sa réponse lui a glacé le sang. « Rends-moi là où tu m'as trouvé. » Soudain, elle a compris. Il parlait de l'argent. Son cœur s'est serré. Elle l'avait déjà dépensé. Affolée, elle lui a dit la vérité. L'homme s'est alors mis à marmonner d'étranges paroles. Et avant qu'elle ne puisse réagir, il s'est jeté sur elle. Une douleur insoutenable l'a traversée, puis tout est devenu noir. Quand elle a repris connaissance, elle était allongée sur un lit d'hôpital. Sa mère se tenait à son chevet, les traits marqués par la peur. Elle lui a expliqué qu'elle l'avait entendu hurler et s'était précipitée dans sa chambre, où elle l'avait trouvé en train de se cogner violemment la tête contre le mur, jusqu'à s'effondrer, en sang. Bianca lui a tout raconté, les rêves, l'homme, l'argent. Sa mère l'a emmenée consulter un thérapeute, et avec le temps, elle a fini par se remettre. Depuis, elle n'a plus jamais revu cet homme en rêve. Mais elle n'a jamais oublié ses paroles, ni la leçon qu'il lui a apprise. Certaines choses valent mieux être laissées là où on les a trouvées.